Madame la Présidente, chers étudiants, bonsoir à tous. Merci, alors un grand merci d'être avec nous ce soir. Un grand merci, c'est aussi un grand honneur de vous avoir ici du fait de votre parcours remarquable, mais je sais que comment les tribunes vont le rappeler tout à l'heure. Mais aussi, pour nous, c'est un honneur de refaire une personne engagé comme vous l'êtes. Et j'aimerais moi, c'était il y a 5 ans. C'était dans le grand amphithéâtre de l'UNESCO. C'était le 16 avril 2019, exactement. Il y avait environ plus de 1000 managers, dirigeants de nombreux pays. Enfin, mon groupe, à l'époque, j'étais dans un groupe aussi de la défense. On avait invité, nos dirigeants de 150 pays. Et vous étiez intervenu en conclusion de cette journée qui était consacrée aux grands enjeux de la transformation digitale et environnementale, et vous nous aviez marqué. Et j'aimerais citer simplement, je crois simplement cette petite phrase sera simplement ce que je veux dire pour vous présenter, c'est: la transition énergétique doit être fondée sur des valeurs de solidarité et d'inclusion, car l'énergie est un droit fondamental qui doit bénéficier à tous, sans exception. C'est ce que vous nous avez dit ce soir-là. Je crois que les valeurs que vous portez, on se retrouve complètement, nous, à l'ESCP, dans ces valeurs, et donc je ne peux que me réjouir de vous voir parmi nous ce soir. Merci beaucoup. Et merci les étudiants d'avoir invité Madame Kocher. Bonsoir à tous. Nous sommes l'association Tribune ESCP et très heureuse de vous accueillir pour cette première conférence de l'année, première d'une longue et belle série, on l'espère. Nous allons inviter plein de personnalités au parcours divers, dont vous pourrez, on l'espère, vous inspirer pour vos parcours futurs. Mais ce soir, Madame Kocher, nous nous adressons à vous et nous vous remercions vivement d'être ici et d'avoir accepté notre invitation. Nous remercions également vivement l'administration de l'ESCP et nos partenaires, BNP Banque Privée, le cabinet de conseil en stratégie Mawanzi Partners, ainsi que la maison de champagne Panier, de nous accompagner dans ces conférences et nous aider à vous accueillir au mieux. Nous vous souhaitons donc une très bonne conférence et je laisse maintenant la tribune à Joseph qui va dresser votre portrait. Merci. Bonsoir madame, bonsoir à tous. Isabelle Kocher est de cette caste de femmes qui se distingue entre toutes par une singularité à nulle autre pareille. Et pourtant, je dois confesser l'impression tenace de l'avoir déjà vue quelque part. Voyez plutôt. Thatcher ou Kocher, j'insiste, la comparaison outrepasse largement de simples considérations capillaires, disons tirées par les cheveux. Thatcher, bien connue pour être la première femme à accéder à la fonction de Premier ministre du Royaume-Uni, Kocher entre dans l'histoire en 2016, année où elle s'érige première directrice générale d'une entreprise du CAC 40, Engie. Ce n'est pas fini. Thatcher a su utiliser sa poigne de fer pour fermer toutes les mines de charbon du Royaume-Uni. Kocher, quant à elle, a su imposer seule contre tous un tournant majeur chez Engie, la cession de toutes les centrales à charbon du groupe. Isabelle Kocher et Margaret Thatcher sont toutes les deux mères. Kocher, comme Thatcher, dame de fer, être des grandes de ce monde, voilà qui se paie cher. Je cesse ici toute comparaison, et d'ailleurs la principale intéressée m'en voudrait sûrement de la comparer par trop à celle qui incarna les plus infâmes dérives du libéralisme mondialisé. Car, oserais-je le dire, Madame Kocher de Leritz est une femme de gauche. Et ni sa naissance à Neuilly-sur-Seine, ni son patronyme qui sonne bien plus Louis XVI que Jaurès,
ni son entrée dans les plus prestigieux corps de l'État, ENS, agrégation de physique, corps des mines, ni même son accession au plus profond des entrailles même du grand capital, McKinsey, le M&A. Rien de tout cela n'aura raison de l'intense fibre sociale qui anime Madame Kocher. Proche du Parti socialiste, elle devient en 1999 conseillère industrielle de Lionel Jospin à Matignon pour 3 ans. Par la suite, forte d'un très bon pédigree de nageuse de compétition, elle se jette à l'eau en 2009, année durant laquelle elle intègre le géant du traitement des eaux de Suez en qualité de directrice générale de la Lyonnaise des Eaux. Elle tient le cap, droit devant. Et elle est nommée directrice des finances de GDF Suez en 2011. Et en 2014, elle prend la barre et devient directrice générale déléguée du groupe. Contre vents et marées, elle fait du retraitement d'eau un facteur clé du développement durable. L'année 2016 commence. La mer est d'huile. Mais voilà, au printemps, vous quittez le navire Suez. C'est la tempête, l'ouragan, le tsunami. Il y eut un soir, il y eut un matin. Isabelle Kocher de l'Hérite s'est nommée directrice générale d'un groupe du CAC 40, Engie, une première dans l'histoire. Force de travail, pour donner à Engie un modèle de croissance durable, elle se met au charbon. On la croirait, l'idéal type du dirigeant parfait tout droit sorti d'un séminaire diversité-inclusion matinée de Designing Tomorrow. En un mot, Patrick Pouyanné, en mieux, en vert et en femme. Pour elle, chez Engie, une cible. Les 15 milliards d'actifs qu'Engie possède dans le charbon et le pétrole, totalement cédés en 2019. Un projet, investir massivement dans les énergies et les services décarbonés. Un moyen, convaincre les actionnaires, ces odieux rapaces que n'intéresse que le court terme de leurs bénéfices. Un an pour parcourir l'ensemble des implantations d'Engie à travers le monde. Un chiffre, le cours d'Engie qui augmente de 42% entre 2017 et 2020. Là où le bas blesse, malheureusement, est qu'après 4 ans de mandat, tout est renouvelable chez Engie, tout excepté Madame Kocher. Elle subit, en 2020, une odieuse machination machiste ourdie contre l'unique femme que le CAC 40 ait jamais portée à la position de DG. Le Figaro titre alors « Si Isabelle Kocher était un homme », et l'on pourrait ajouter « Elle n'eût pas été remerciée ». Pour elle, plus que tout autre, la roche tarpéienne était bien proche du Capitole. Et ici même, elle accomplit encore un nouvel exploit, celui d'être le premier dirigeant d'une multinationale défendue de concert par Libération, le PS et les écologistes. Elle ne s'est pas retirée des affaires pour autant. Désormais, elle dirige le cabinet de conseil en transition Bluenomie qu'elle a fondé en 2022. En bref, Isabelle Kocher porte haut fermeté, droiture, conviction, et en sus de tout cela, un beau message d'espérance pour les temps qui sont nôtres. Elle est de ces femmes des années 2020 qui, sans doute aucun, ont réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Je vous remercie. Juste bravo d'abord. Bravo. C'est jamais entendu ma vie racontée comme ça et c'est très sympa. Merci Joseph pour ce portrait retentissant. Alors Chambalin, on va commencer rapidement. Effectivement, on a un peu de retard, mais bon, ça va vite se rattraper. Est-ce qu'on pourra tout aborder? Je ne sais pas. Pour commencer, madame, un chiffre, 15 milliards d'euros, effectivement, entre 2016 et 2019. 15 milliards d'euros sont investis dans les énergies renouvelables, dans les nouvelles activités, notamment donc dans ce secteur. Et puis, votre mandat, c'est aussi celui du désengagement du pétrole et du charbon. Aujourd'hui, après ces années, bon, on est 5 ans après, est-ce que vous vous considérez comme satisfaite de ce chemin parcouru chez Engie et considérez-vous que votre plan de transformation a finalement été abouti? Bah, écoutez, d'abord merci, je suis très contente d'être là. Merci d'avoir si bien préparé, je suis bluffée, je dois dire, tous ces chiffres, ces données précises, etc. C'est remarquable, merci pour ça.
La transformation d'Engie, on l'a prise par l'avant. Et je pense que c'est un facteur commun aux transformations réussies que je vois autour de nous. C'est-à-dire que c'est d'abord, au fond, de quoi le monde a besoin. Et en l'occurrence, dans l'énergie, il y a besoin de beaucoup. Il y a beaucoup de besoin de développer des solutions qui fonctionnent, qui soient effectivement décarbonées, puis qui soient plus inclusives qu'aujourd'hui. Et donc, on l'a pris comme ça, le projet de transformation. Donc, en fait, j'aurais tendance à renverser votre phrase, c'est-à-dire que c'était d'abord développer du renouvelable, et puis d'ailleurs de l'efficacité énergétique, définir un futur qui n'était pas du tout notre passé. Nous, on était les champions du monde du charbon. On était le premier producteur d'électricité à partir de charbon du monde. Pour de très bonnes raisons sur lesquelles on pourrait revenir. Donc voilà, on l'a pris comme ça, par le développement, par le besoin, par les besoins critiques non couverts, et évidemment avec l'ambition que on allait, alors non pas vendre, là pour le coup c'est le seul tout petit point sur lequel je reviens une seconde, on n'a pas strictement vendu nos centrales à charbon. Je veux dire par là qu'on a fixé une ligne qui consistait à dire, chaque fois que les pays nous autorisent à les fermer, on les ferme. On les vend pas, parce qu'en fait ça résout rien de les vendre. En revanche, quand les pays ne peuvent pas se passer de ces centrales, c'était le cas en Indonésie, c'était le cas dans certaines régions du monde, bon bah là on les a vendus. Mais voilà, donc ça a été en gros de mémoire 60% fermés, 40% vendus. Donc voilà, oui, les chiffres sont justes, 15 milliards investis. Et c'était ça le projet, et c'est ça qui a aimanté toutes les forces de l'entreprise, c'est cette avancée vers l'avant. Et aujourd'hui, donc, vous êtes satisfaite de ce que vous avez fait pendant tout ce mandat? Bah, écoutez, je crois qu'on a fait au plus vite de ce qui était possible. On n'a mis que 4 ans, ce qui est finalement assez peu, à l'échelle d'un groupe qui était centenaire, hein, et qui était en danger de mort en réalité, parce que son modèle n'était pas celui de demain. Donc il fallait d'urgence développer des capacités qui collaient avec ce dont le monde a besoin. Donc 4 ans pour développer, on n'avait pas un panneau solaire. Hein. Vraiment, on était au début, on avait quelques barrages. Mais c'était un petit peu de géothermie aussi, mais tout petit. Et donc, à l'échelle de notre groupe, il était urgent de développer quelque chose de massif. Ça, oui, on l'a réussi. Du renouvelable massivement, de l'efficacité énergétique, on en avait déjà pas mal, mais poussé aussi très fort là-dessus. Et de ce point de vue, oui, le pari, c'était parce que groupe coté, donc vous connaissez un peu la musique, c'est-à-dire qu'il faut embarquer, y compris les actionnaires. Et et pas que, on pourrait revenir aussi sur les équipes, c'est évidemment fondamental encore plus et avant toute chose. Mais côté actionnarial, il nous a fallu bâtir une espèce de deal en fait, avec une poignée d'actionnaires longs, avec lesquels on s'est mis d'accord pour dire ben voilà, on va rentrer dans une espèce de U, finalement ça ressemblait à ça notre courbe. Hein. C'est pas exactement dans les bouquins que c'est pas la façon traditionnelle de voir la croissance d'une entreprise où on attend d'une entreprise que tous les trimestres elle croisse un peu. Ben nous on est venu vers le marché en disant ben vous allez rire mais en fait ça va être un U. Donc on va commencer par baisser parce que quand on ferme des centrales, ben par définition on baisse, mais on va s'y retrouver. Il faut nous baquer pendant 4 ans. Est-ce que vous en êtes ou pas? Et on a recruté une petite poignée de gens. On a rencontré plein d'actionnaires qui nous ont dit écoutez vous avez sûrement raison mais 4 ans nous on peut pas donc on viendra quand vous aurez fini merci et puis une poignée d'actionnaires qui nous ont soutenus et donc oui de ce point de vue je crois que c'était le pari majeur. C'est là qu'on nous avait dit vous y arriverez jamais. Ben si en fait, et je vous dis ça pour la suite, c'est-à-dire que ça fonctionne. Quand on vient avec une stratégie vers le marché, il est bien rare que ça marche pas. Si on n'en a pas, c'est lui qui la dicte. Et celle qui le dicte est effectivement une croissance régulière, homogène, continue. Vous parlez très justement des actionnaires. Justement, comment on fait pour... L'État détient environ un quart du capital d'Engie, je crois. Comment on fait pour concilier les impératifs d'une entreprise du CAC 40 quand on a l'État pour principal actionnaire? En quoi ça influe la marge de manœuvre? L'État, je dirais, était plus prégnant en tant que régulateur qu'en tant qu'actionnaire. L'État actionnaire, il est assez suiveur, en fait. Et si le marché accepte une certaine direction, en fait, il y va, la plupart du temps. Il y a des exceptions à cette règle, mais en revanche, l'État régulateur est complètement critique. Et donc, les États, pas seulement l'État français, mais sur toute cette période-là, ont fait émerger des schémas favorables aux énergies renouvelables qui font que des groupes déterminés comme nous l'étions, ont pu trouver les moyens de faire émerger des technologies qui, au début, étaient quand même vraiment émergentes. Très chères encore, au tout début, fonctionnant... pas encore prouvé, si vous voulez. C'était vraiment le début de courbe. Et donc, l'État a été plus décisif
pour les groupes comme Engie à ce moment-là, comme régulateur? Donc plus d'avantages que d'inconvénients du point de vue de ce rapport à l'État. Bah, l'État régulateur, il est régulateur pour tout le monde, si vous voulez. Moi, je suis pas une grande fan de l'État actionnaire. Je trouve que... Bon, l'État, c'est tout le monde et c'est personne. L'État, vous avez 15 interlocuteurs, 20 interlocuteurs, vous savez plus très bien qui décident, c'est pas clair. Eux-mêmes, ils savent pas toujours. Bon, donc, l'État, en revanche, régulateur est complètement décisif, capital. Si on a le temps, on pourra reparler de la régulation européenne, et je trouve qu'elle est en train de faire des pas en avant très très importants, et c'est important de le dire. Il y a beaucoup de gens qui la critiquent, cette régulation, mais elle a aussi des aspects très modernes qu'il faut souligner. Donc voilà, le régulateur, il est complètement clé dans cette histoire de transition. Justement, vous parlez de l'Union européenne, c'est vrai qu'on a accueilli Monsieur Senard l'année dernière, donc président du groupe Renault, il me semble, qui nous disait que justement la régulation européenne au niveau de l'interdiction de la construction de nouvelles voitures thermiques à partir d'ici 2035 avait été faite trop rapidement et indépendamment du concours des entreprises de l'automobile. Donc en ce sens, est-ce qu'il y a, du point de vue européen, peut-être même une indépendance de relation, une absence de relation avec ces entreprises-là qui empêche un bon développement? D'abord, ce que vous venez de dire, est une autre façon de mettre en lumière le fait que le rôle des régulateurs est très important. En prenant cette décision à horizon 2035, l'Union européenne, elle fixe un cap. En fait, alors ce cap plaît pas à tout le monde, mais elle en fixe un. Bon, ça c'est la noblesse du politique. Et je trouve qu'on a besoin de politiques qui fixent des caps. Bon, c'est un petit commentaire au passage. Est-ce que c'est le bon? Alors, je ne vais pas rentrer dans l'automobile, qui est d'ailleurs pas mon métier, parce que je connais le mieux, et je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a une chose dont je suis sûre. C'est que la coopération, mais dans le bon sens du terme, entre les entreprises et les régulateurs n'est pas suffisante. Il y a une espèce de jeu de chat et de souris, pour caricaturer, ce qui fait que, au fond, les entreprises se disent qu'est-ce qui va encore nous sortir, pardonnez-moi l'expression, et donc se mettent plutôt en mode gardien de but, et les régulateurs, du coup, régulent un peu tout seuls. Ça, c'est vrai. Mais je crois qu'il faut que tout le monde fasse un peu le saut dans le vide. Là, vous avez dit se jeter à l'eau. Bon, voilà, moi je pense qu'il faut que les entreprises se jettent à l'eau et remarquent, prennent en compte le fait que le monde a changé. On n'est plus dans une période de continuité, on est dans une période de virage. Donc les règles, tout marché qui ont du mérite, elles ont fait progresser beaucoup de choses pendant très longtemps. Là, on est dans un moment où, voilà, virage, donc cap. Pour que ces caps soient le plus juste possible, il faut accepter de se rapprocher du régulateur. Il faut accepter de discuter, dialoguer, être transparent. Il y a des entreprises qui le font très bien. Mais voilà, je pense qu'il faut que toutes les fédérations professionnelles rentrent dans cette logique de coopération. Et réciproquement, évidemment, du côté du régulateur. Et vous avez un rôle très important à jouer, votre génération, parce que on est au tout début de ces règles nouvelles, d'un droit moderne qui encourage plus qu'il sanctionne, qui différencie les entreprises, qui se détachent du peloton, qui au fond reconnaissent la prise de risque. C'est le début d'une évolution du droit qui est extrêmement importante et vous allez avoir à écrire ça. Mais justement, alors que vous alliez rejoindre les administrations ou bien que vous alliez dans l'entreprise, c'est un sujet extraordinaire, je trouve, et extraordinairement noble, qui est celui de définir les règles du jeu. Et il faut les faire en coopération. Justement, donc vous avez dû assumer ce rôle de directrice générale chez Engie. Et quels enseignements vous en tirez pour le leadership et justement pour ce leadership dans un contexte de transition énergétique qui arrive et pour les postes que nous aurons à assumer plus tard? C'est vrai qu'on est dans un moment complètement atypique, je trouve. C'est-à-dire que il n'a jamais été aussi clair qu'il faut faire transitionner les modèles, que les règles d'avant ne marchent pas, mais jamais aussi peu clair, au fond, de ce qu'il convient de faire. Donc, c'est une espèce de paradoxe d'un environnement qui est un environnement plus d'explorateur que de voyageur, si je prends une métaphore. C'est-à-dire que c'est un environnement qui requiert d'avoir de la vision, d'avoir un objectif, des convictions beaucoup plus qu'avant, où finalement il suffisait d'être un peu by the book. Voilà, il faut des convictions plus fortes, je pense, pour les équipes dirigeantes. Et puis en même temps, il faut une écoute plus grande. Tout est assez incertain. Je vous recommande un bouquin, j'en profite, qui s'appelle « Sans carte ni boussole ». Ce livre, j'ai un lien particulier avec, vous comprendrez pourquoi. Et ce livre décrit les qualités particulières
que requiert le monde d'aujourd'hui pour les équipes dirigeantes. Équipe dirigeante au sens large, pas besoin d'attendre d'être patron d'une grande boîte pour raisonner comme ça. Ça commence tout de suite, en fait. Et je crois qu'on est dans un moment où, effectivement, les qualités d'être qu'il faut sont pas exactement les mêmes que ce qui a guidé, dans la période précédente, les dirigeants à réussir. Là, il faut... le portrait robot du dirigeant n'est plus le Robocop qu'on a pu dresser. Hein. Je ne sais pas ce qu'on vous apprend là-dessus et comment, que des bonnes choses. le rôle. Mais sûrement, j'en suis sûre dans une si belle institution. Mais voilà, c'est quand même un jeu différent. Et moi, pour revenir à mon histoire personnelle. Au sein de Engie, moi j'ai passé 20 ans dans ce groupe. Hein. J'y étais déjà depuis longtemps. Et au moment de la transition, de la succession de mon prédécesseur, il y avait plusieurs écoles de pensée à l'intérieur. Et du coup, des candidats qui incarnaient des écoles de pensée différentes, et parmi lesquelles il y avait, écoutez, le renouvelable ne marchera jamais, ce qui était objectivement à l'époque, c'était pas si clair que ça allait fonctionner. C'était vraiment le début. Bon. Et puis il y avait des gens, et j'étais plutôt de cette école, qui disaient, bah si, en fait, c'est sûrement l'avenir, c'est pas encore clair, mais le comment exactement. Bref, j'ai été nommée sur cette intuition. Et assez vite, on m'a dit, bah, c'est quoi le plan stratégique? J'ai dit, écoutez, je sais pas. On a besoin de temps pour le bâtir. Une chose est l'intuition et la conviction, c'est là que je voulais venir. Et une autre est la stratégie. C'est deux choses qui doivent aller ensemble, mais une conviction ne fait pas une stratégie ne fait pas des convictions. Voilà. C'est très important d'abord définir une orientation. Bon, j'ai été nommée sur une orientation qui était développer le renouvelable, arrêter le charbon. On a pris, et j'ai demandé, et ils ont pris au marché qu'il a accepté 18 mois. 18 mois pour préparer ça. Et heureusement que je ne me suis pas dit, bon, bah, c'est très bien, on va faire la stratégie tout seul dans son bureau, ou avec son équipe, là, une dizaine de personnes, ça ne marche pas comme ça marche plus comme ça. Et où on a eu le réflexe, et ça, je pense que c'est aussi quelque chose que je vois dans beaucoup d'entreprises, donc vous le rencontrerez sûrement aussi, ce phénomène-là, de dire aux équipes de terrain, ben, en fait, il y a une intuition, c'est plus le charbon, c'est le renouvelable, c'est l'efficacité énergétique. Maintenant, dans votre pays, ça se passe comment? À votre avis, c'est quoi les besoins plus spécifiques ou les solutions plus spécifiques qu'il faut bâtir? C'est quoi les besoins critiques non couverts? À quel rythme ça peut aller? Quelque chose de super bottom-up qui a mis 18 mois. On a fait, je me souviens, dans les 60 pays, 3 séminaires en 18 mois avec 150 personnes. Vraiment super ouvert. Les gens avaient le droit de dire ce qu'ils pensaient, y compris que c'était fou et qu'on n'allait pas y arriver. Mais voilà, on a fait naître, en fait, si vous voulez, à partir d'une intuition, c'est ça que j'essaye de partager là, à partir d'une intuition qui était forte, on a fait naître d'abord quelque chose qui est devenu une conviction de groupe, d'entreprise, la grande majorité des gens de Engie. Et puis, on a fait naître une stratégie qui était ajustée pays par pays. Alors après, il y a eu des arbitrages, il y a des trucs pas trop d'accord, il y a eu des itérations, etc. Mais voilà, là, au bout de 18 mois, on a eu une vraie stratégie. Dans quel sens on le fait? À quelle vitesse cette technologie-là? À quelle vitesse on arrête telle centrale à charbon? Etc. La stratégie, qui est donc l'allocation des ressources, on a mis du temps à la bâtir. Et voilà, donc je reviens à la question de dirigeant. En fait, le dirigeant, c'est plus quelqu'un qui peut arriver et dire, en fait, voilà, on va faire comme ça. Ça a à peu près aucune chance de marcher. Enfin, ça marche quelques semaines, mais assez vite, ça tombe. Ça peut être juste en moyenne, mais faux partout, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, il faut que ce soit juste partout et le plus possible. Voilà. Et donc, l'intérêt de vraiment donner le ballon aux gens qui sont plus près de la relation, de la situation, c'est d'arriver à quelque chose qui est un peu plus juste partout. D'accord. Pardon, je suis trop longue. Non, faut que vous passiez des signes. C'est très bien, vous inquiétez pas, parce que vous faites des super ponts, vous n'imaginez pas vos ponts incroyables. C'est-à-dire que là, vous nous parlez du charbon, de la manière d'aller s'adapter, d'aller convaincre tout un auditeur, un ensemble d'auditeurs, et en l'occurrence des pays européens, je pense à l'Allemagne ou autres, qui sont toujours un peu favorables au charbon, ou en tout cas peu favorable au nucléaire. Vous voyez mon prochain point, on a parlé de pétrole, on a parlé de charbon. Le nucléaire, c'est 63% de la production d'électricité française en 2022. Alors justement, c'est quand même très décrié.
comment est-ce que, quand on est à la tête d'Engie, on supporte le nucléaire à l'international et en France? Et pourquoi est-ce que c'est aussi décrié? Est-ce que vous pensez que l'avenir du nucléaire en France est encore tenable? Alors ça, c'est une question qui mériterait une soirée. Engie est opérateur de centrales nucléaires et donc c'était très présent dans notre vie en Belgique. Ça n'a jamais été dans nos projets d'en bâtir d'autres, en fait. Je crois que, moi, je fais une vraie différence entre le nucléaire existant et le nucléaire neuf, parce que le nucléaire neuf, pour être, je dirais, compétitif, il va falloir s'accrocher quand même. Le nucléaire existant, il est amorti. Il existe depuis très longtemps. Il a bénéficié d'un effet de série incroyable. C'est-à-dire qu'on en a bâti, je dis on, collectivement, les Européens, et pas que, beaucoup. Les premiers ont été une catastrophe, prototype, le deuxième un peu moins, etc. Je ne vous parle pas de technologie, là, je parle plutôt de tenue de budget et de rentabilité. Donc voilà, il y a cet actif, si vous voulez. Moi, je ne crois pas au développement par-ci, par-là d'une centrale neuve. C'est de l'industrie. Il faut en faire beaucoup. L'effet de série, c'est quelque chose qui est, je trouve, pas assez pris en compte dans les pays. Voilà. Le Royaume-Uni bâtit un certain nombre de centrales. Eux, ils ont fait un paquet différent. C'est peut-être eux qui ont raison. Moi, on va voir ce que ça donne, mais ils ont construit un d'une technologie, un autre d'une autre, etc. Donc l'effet de série, moi, je vois pas encore où il est en Europe ou même ailleurs. Donc reproduire les conditions du succès, va falloir vraiment, va falloir le. Si c'est ça le plan, faut y aller. Voilà. Donc nous, on est parti sur un plan qui était de mettre nos capex de développement. Je parle là d'usines nouvelles, neuves, plutôt sur d'autres technologies, et puis de s'occuper très très bien des centrales nucléaires qu'on avait déjà. Ce qui était déjà un vrai challenge, quoi. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les parties prenantes de l'écologie, je pense l'écologie française, il y a quand même énormément de personnes, d'experts. On peut penser à M. Jancovici ou autres, qui décrit énormément le nucléaire. Pourquoi? Quel avenir? Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu se tourner vers autre chose? Et pourquoi est-ce que le nucléaire serait la meilleure alternative? Écoutez, refaire le passé, je ne sais pas si c'est l'idée là. La question, c'est plutôt, bon, on a cet actif, on en fait quoi? Et je pense que, encore une fois, soit on joue à fond cette carte, mais on la joue à fond, on a des acteurs plutôt publics pour le faire. Une centrale, c'est prendre un risque pareil quand vous êtes un acteur qui est challengé. Moi, je vous ai dit, j'ai obtenu 4 ans. Vous imaginez, 4 ans, c'est déjà pour le monde coté, 4 ans, c'est une autre vie quasiment, quoi. Donc, je crois pas trop. Et je suis sûre qu'il y a je représente pas forcément l'unanimité là. Il y a des gens qui pensent pas ce que je vais dire. Mais moi, je crois pas trop au développement massif du nucléaire par des acteurs privés. Je pense que le type de risque, je pense que la longueur de risque fait que c'est pas facile à faire. Voilà, on a un acteur public magnifique qui s'appelle EDF. Pour le coup, c'est sa carte maîtresse. Donc je dis pas qu'il faut pas la jouer. Je dis juste que chacun son genre de beauté. Et nous, c'était pas le nôtre. Mais donc ça nous amène à une question quand on voit que justement il n'y a pas d'unanimité sur cette question du nucléaire. Est-ce que que ce soit les entreprises ou l'État, personne ne semble d'accord sur cette question? Est-ce que finalement ça n'amène pas à se poser la question de redéfinir peut-être ce qui est le succès? Qu'est-ce qui définit le succès finalement d'une entreprise? Ouais, alors là on vient sur quelque chose qui est. Vous êtes d'accord, je suppose, si je comprends bien l'angle de votre question, qui dépasse le sujet du nucléaire, qui est plutôt comment est-ce qu'on regarde la performance. Comment est-ce qu'on regarde la performance? Alors ça, c'est un de mes dadas, donc merci. Historiquement, la performance, on la regarde sur un paramètre majoritairement financier, disons que c'est le paramètre dominant, et majoritairement court terme. Bon. Et c'est le cas, je veux dire, c'est matter of fact. C'est clairement comme ça qu'une entreprise est observée. C'est toujours en delta par rapport à l'année d'avant, plus qu'en absolu. Et puis, c'est plutôt sur le court terme. Ce que cette façon de regarder le succès ne traduit pas, c'est la façon dont l'entreprise est en train de se préparer au futur ou pas. Et ce qui est intéressant,
nous, vous avez dit tout à l'heure, je travaille maintenant dans une entreprise qui s'appelle Bluenomy, Blue Economy, si vous voulez, c'est la contraction de ça, qui travaille sur des modèles et sur des règles du jeu, qui essayent de faire émerger des règles du jeu qui sont plus propices à la transformation des entreprises et qui essayent de les aider à être vraiment à réussir leur transformation. En fait, on voit des entreprises qui sont en train de se préparer vraiment à faire bouger leur portefeuille d'activité, qui sont en train de s'occuper de leur charbon. En fait, chaque secteur a plus ou moins son charbon, en réalité. Vous prenez le secteur de l'équipement automobile, que vous regardez, vous ouvrez le capot, pardon pour l'expression du coup, mais d'une entreprise de ce secteur-là, et vous regardez ce qu'elle fabrique, il y a une partie de son activité qui, en fait, va devoir s'arrêter à plus ou moins long terme. Tout ce qui concerne, par exemple, les équipements spécifiques aux voitures thermiques, voilà, interdiction à pas très long terme. Je sais pas moi si la date va bouger, mais enfin, question de détail. C'est possible, mais de toute façon, ce que dit cette réglementation, c'est que voilà, c'est quand même pas l'avenir. Bon, ça veut dire que la partie des activités des entreprises de l'équipement automobile dédiée spécifiquement, je parle vraiment là, spécifiquement aux véhicules thermiques, va un jour devoir s'arrêter. Bon, inversement, il y a des activités émergentes, passionnantes dans ce monde-là. Il y a beaucoup besoin de développer. Je ne crois pas à la décroissance, moi, on peut en parler de ça aussi, mais je fais un autre pont. Celui-là, vous l'attendez peut-être pas, j'en sais rien. C'est gentil, merci. mais donc, ça, on peut le voir aujourd'hui. Quand on regarde en détail une entreprise, on arrive à faire... J'aurais pu vous projeter ça. Il y a des outils qui sont très intéressants, qui commencent à être utilisés par les investisseurs et par les financeurs, et qui vous représentent sur une espèce de chromatographe, comme ça, 100% du chiffre d'affaires d'une entreprise. En rouge, ce qui va probablement devoir s'arrêter. À l'autre bout, en vert, ce qui est encore début, en émergent, mais fort potentiel de croissance. Et au milieu, probablement fait partie du futur avec quelques ajustements. Et vous prenez le même secteur d'activité, des acteurs qui, vus de loin, sont à peu près identiques, même plaque géographique, même taille, etc. Vous voyez des différences entre les acteurs qui sont quasiment du simple au double sur les risques de transition et du simple au double sur les opportunités de transition. Donc ça, logiquement, ça doit se voir dans la valeur. Ça doit se voir dans la valeur. Aujourd'hui, les deux dont je viens de parler, j'ai en tête des entreprises réelles, que je ne vais pas nommer évidemment, mais leur valeur en bourse est à peu près équivalente. Donc aujourd'hui, c'est pas ce que les acteurs regardent, mais ça vient. Donc, ces outils, c'est une façon d'illustrer le fait que, avec les outils traditionnels de mesure de la performance, on n'attrape pas ce qui va compter, ou pas complètement ce qui va compter. Donc, il est urgent de réfléchir quand on regarde une entreprise. C'est vrai pour vous qui allez vous engager dans la vie professionnelle, ou qui l'êtes peut-être déjà. C'est vrai pour les investisseurs, c'est vrai pour les prêteurs, c'est vrai pour les clients même d'ailleurs. C'est vrai pour les fournisseurs qui ne peuvent pas se payer le luxe d'avoir des clients qui vont disparaître. Voilà, cette nouvelle façon de regarder la performance, moi j'y crois beaucoup et je suis admirative d'un certain nombre d'outils qui sont des logiciels. C'est plus des choses manuelles sur une paillasse de laboratoire. Ça existe, ça c'est révolutionnaire à mon avis sur la mesure de la performance. Alors aujourd'hui, vous travaillez chez Bluenomy. Bluenomy, donc, c'est un cabinet de conseil qui aide donc les entreprises à opérer leur transition écologique. Et donc, c'est une start-up. Vous passez quand même d'une entreprise de 150 000 employés à une start-up. Comment est-ce qu'on fait pour passer d'une telle structure à une start-up et puis en quoi ce nouveau leadership, ce nouveau poste en tout cas, influe sur votre leadership ? Déjà, on réalise qu'il y a un tas de trucs qu'on ne sait plus faire. Gérer son agenda, prendre ses rendez-vous, etc. Et donc, c'est formidable. J'étais vraiment super contente de cette espèce de retour, si vous voulez, vraiment au sujet tout près du sol. Cette start-up, elle compte 120 personnes maintenant. On est 120. En Europe pour moitié, hors Europe pour l'autre moitié. Notre métier, c'est d'aider les entreprises à se transformer sans se casser la figure au milieu. Voilà. Notre métier, c'est de faire en sorte c'est de faire réussir les entreprises qui changent. Mais quand je dis qu'ils changent, c'est pas juste je baisse ma trajectoire carbone. Ça, c'est la surface des choses. Vous pouvez très bien baisser votre trajectoire carbone pendant quelques années sans changer vos métiers. Vous
fermez un peu les robinets, vous consommez un peu moins d'énergie, vous mettez des capteurs de chauffage dans vos bâtiments, etc. Vous changez pas vos métiers, en fait. Enfin, je dis vous, pas vous, hein, mais ça c'est la surface. C'est ce que le marché regarde pour l'instant, mais encore une fois, avec ce que je viens de vous dire précédemment, il est en train de sophistiquer ses outils. Donc nous, notre métier, c'est de faire ça et de faire gagner les entreprises qui transitionnent. Moi, je crois que c'est pas par l'argent public qu'on va y arriver. L'argent public, il est limité. Je pense qu'on va y arriver en fléchant toute la puissance de feu, au bon sens du terme, la puissance de créativité, d'innovation des entreprises, dans la bonne direction, ce qui suppose de la définir, retour aux politiques, mais c'est en fléchant cette puissance-là et en fléchant toutes les énergies dans la bonne direction qu'on va y arriver. C'est infiniment plus puissant, cette force-là, que simplement un guichet de subvention quelque part, qui de toute façon ne sera jamais suffisant. Donc notre métier, c'est de faire en sorte que les entreprises qui transitionnent réussissent, donc qu'elles attirent plus de capitaux et qu'il y ait ce mouvement qui se crée, qui est un mouvement vertueux, qui fait que plus les boîtes transitionnent, plus elles reçoivent de l'argent, plus voilà, etc. Créer cette mécanique-là. Donc c'est ce qu'on fait tous les jours, et on travaille en gros moitié-moitié avec des entreprises et moitié avec des investisseurs, parce qu'encore une fois, eux, ils ont les moyens de flécher cet argent au bon endroit. Effectivement, c'est un projet qui a de l'avenir. On vous souhaite que ça devienne une licorne. Mais pourquoi avez-vous fait ce choix de l'entrepreneuriat, proprement parlé ? C'est pas d'abord un choix pour l'entrepreneuriat, c'est d'abord l'envie de changer les règles du jeu. Moi, ce que j'ai vécu concrètement, vous avez parlé des métiers de l'eau, qui ont été la première partie de ma vie chez Engie. C'est d'ailleurs historiquement, c'est pour ça que je suis rentrée. Moi, je suis rentrée pour les métiers de l'eau, puis après l'énergie m'a rattrapée. Mais je suis passionnée par les métiers de l'eau. Historiquement, c'est pour ça que j'y suis allée. Et je ne sais plus pourquoi je vous raconte ça. Je me demandais pourquoi est-ce que vous avez voulu passer de dirigeant d'une entreprise à entrepreneur. Donc, que ce soit dans les métiers de l'eau ou les métiers de l'énergie, ce que j'ai observé, c'est que quand on veut, on peut, en fait, transformer les modèles. Oui, les règles du jeu sont ce qu'elles sont, mais bon, j'observe que le marché a tous les défauts de la Terre, on en parle suffisamment, sauf un, c'est qu'en fait, il n'a pas de conviction. Donc, si vous venez avec des convictions, il vous suit. Si vous y prenez bien, si vous êtes performant, si vous surdélivrez ce que vous avez dit, enfin, il y a pas mal de si, mais c'est faisable. En revanche, ça n'est pas fait pour. C'est pas fait pour. C'est-à-dire que on ne vous facilite pas la vie quand même. Parce que justement, c'est un U. Quand vous vous transformez vraiment, il faut accepter des horizons de temps. Moi, je me souviens que donc j'ai fait les roadshows. D'abord, avant d'être nommé CEO, j'étais directeur financier, donc j'en avais fait un paquet. Inutile de vous dire. Et puis ensuite, en tant que CEO, je les faisais, puisque c'est moi qui avais passé ce deal, entre guillemets, avec les actionnaires. Et en fait, pendant 9 trimestres consécutifs, on est venu avec des résultats en baisse. 9 trimestres, c'est long, hein. Et c'était prévu. Je veux dire, on était plutôt mieux que ce qu'on avait dit. Mais n'empêche, ça baissait rien. Vous y croyez toujours à votre truc ? Ah oui, on y croit toujours. Bon, donc, il faut quand même... faut le vouloir. C'est pas normal. C'est pas normal que le risque soit plus grand pour des acteurs qui préparent l'avenir. C'est pas normal, ça. C'est presque inversé. C'est la logique de risque, elle est presque inversée. C'est-à-dire que se transformer diminue les risques à long terme. Sauf que ça accroît les risques à court terme. Ça va pas. Il y a un truc qui va pas dans les règles du jeu. Donc... moi, la motivation que j'avais et que j'ai toujours en créant Blonomy, c'est proposer des outils, des métriques, des règles du jeu au marché qui remettent la grille de risque dans le bon sens, c'est-à-dire qui donnent beaucoup plus vite une capacité à un acteur qui veut transitionner d'être performant sur un indicateur. Eh bien, le chromato dont je parlais tout à l'heure, c'est ça. C'est une façon. C'est-à-dire que l'entreprise qui transitionne, peut-être qu'elle rentre dans un U au plan financier. Ça reste vrai, sauf que son portefeuille d'activité, dès le départ, évolue vers un bien meilleur profil de risque. Et donc, voilà, ma motivation à moi, et celle de nos équipes, c'est de faire émerger ces modèles. Donc, en pratique, on a commencé à céder à bâtir des algorithmes qui sont maintenant utilisés par les investisseurs et qui sont, je pense, transformants. C'est ça la motivation. Pour conclure, avant de laisser le public pouvoir poser ses questions, quels conseils auriez-vous à donner aux jeunes qui se trouvent devant vous ?
ce soir? C'est une question intimidante, mais faites ce que vous aimez. D'abord, moi, je n'aime pas du tout la sinistrose qu'on entend parfois, que les choses vont mal. Je vous dis pas que c'est facile. Oui, c'est très sérieux. C'est-à-dire que on va pas assez vite dans la transformation des modèles. Ça, c'est sûr, on va pas assez vite. Mais je crois absolument au succès. C'est-à-dire que quand je vois la somme d'énergie, la somme d'innovation, la capacité de votre génération à sortir complètement des sentiers battus et à prendre sa liberté, je vois les choix que vous faites, les choix professionnels que vous faites, et quand je vois le fait qu'il y a aussi des gens de ma génération, vous n'êtes pas tout seul, qui sont en train de faire pivoter des entreprises entières, des portefeuilles d'investissement entiers, des portefeuilles de prêts entiers. Voilà, c'est la première chose. Allez-y avec la certitude que ça va fonctionner. Et je vous dis pas ça, c'est pas la méthode Coué. C'est incroyable la vitesse de changement. Je n'ai jamais de ma vie, je suis pas centenaire non plus, mais enfin, observé une vitesse de changement aussi rapide qu'aujourd'hui. C'est incroyable, c'est absolument incroyable. Donc, allez-y avec l'espérance et faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez parce que c'est quand même là-dedans qu'on est bon. Osez affirmer vos convictions et je veux dire, voilà, et bosser parce que c'est quand même, ça suppose pas mal d'énergie. Mais je suppose que ici, vous avez su démontrer que vous étiez prêt à vous engager, vraiment. Donc, allez-y avec voilà, osez faire ce que vous aimez. Peut-être s'il y avait une seule chose, c'est ça. Merci beaucoup. Bon, c'est un beau message d'espoir. Merci beaucoup. Alors, avant de passer aux questions du public, on va passer au Fast and Curious. C'est un petit question-réponse très rapide. Voilà, donc je vais vous poser des questions. Vous allez devoir choisir entre deux choses rapidement, mais vous pouvez justifier ensuite votre réponse. Donc, Engie ou GDF Suez? Engie. Facile. Énergie renouvelable ou nucléaire? Énergie renouvelable. Paris ou Neuilly? Paris. Forbes ou Fortune? Forbes. Électricienne ou DG? Électricienne. Ah. Innovation ou tradition? Innovation, facile, ça aussi. Entrepreneuse ou salariée? Entrepreneuse. ENS ou ESCP? Ah, là, c'est trop dur. C'est un classique. ENS. Elle est déçue, oui. Gaz ou électricité? Électricité. Et voilà. Merci beaucoup. Non, ENS, je peux quand même pas renier ma propre école. J'ai beaucoup de respect pour l'ESCP, c'est pour ça que je suis là. Et je sais, parce qu'on a eu des échanges, parce que je vois bien que dans vos programmes, dans la façon de concevoir l'enseignement, dans la façon de concevoir l'avenir, vous êtes dans une école, pas encore dans une entreprise, mais dans une école moderne. Et donc, c'est pour ça que je suis là ce soir. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les deux Inès vont vous faire passer les micros des deux côtés. N'hésitez pas à lever la main. Voilà. Bonsoir madame. Bonsoir. C'est un immense honneur, je pense, pour nous tous d'avoir assisté à votre prise de parole et merci beaucoup aussi à Tribune d'avoir organisé cela. C'est un privilège de voir des gens comme vous, des successwomen, comme on dit à l'ESCP, venir et démontrer leur parcours fantastique. J'ai une question qui mène sur la vitesse de cette transition écologique. Donc je pense que nous sommes tous d'accord que cette transition est faite pour le mieux, mais maintenant la vitesse à laquelle elle est réalisée, nous voyons avec des pays comme l'Allemagne, qui ont axé énormément leur nouvelle compagnie énergétique sur le renouvelable, qui est surtout dans une situation où ils sont en pénurie de gaz, où ils ont dû réouvrir des centrales à charbon à cause du manque d'efficacité de celle-ci. Ne pensez-vous pas qu'il y a des situations où justement cette transition se fait trop rapidement? Merci beaucoup. Écoutez, oui, c'est pas facile. Ça revient, ça nous ramène au choix du politique et à la difficulté pour lui de viser juste. Il y a des tâtonnements.
Je ne sais pas si vous êtes familier avec, mais du coup j'y viens une seconde, avec la taxonomie européenne. Ça vous dit, tout le monde voit de quoi il s'agit. Il s'agit d'une... Oui, je vois. Donc c'est un effort important d'essayer d'écrire le futur. C'est super ambitieux, c'est extrêmement risqué par définition. En fait, c'est forcément faux. C'est forcément faux. Mais c'est très valeureux de le faire, et je pense que c'est le vrai rôle du politique, encore une fois, et c'est formidable qu'il l'ait fait. Sous les huées en général, parce que les entreprises souvent considèrent que, en fait, les technocrates de l'administration ne sont pas forcément les mieux placés. Je crois que cet effort de description du futur, il est fondamental, mais il est fondamental qu'il soit fait tous ensemble. D'une part, et d'autre part, s'agissant de la taxonomie, ce qui a été relativement le cas, puisqu'il y a eu tout un tas de groupes de travail avec beaucoup d'entreprises associées. Ce qui est très intéressant dans ce qui a été fait là, c'est qu'elle est révisable. C'est-à-dire que le principe, c'est que tous les 5 ans, elle est revue. C'est un peu comme si le droit avait, retour à sans carte ni boussole, avait intégré dans la façon dont il est écrit que l'avenir est incertain. Donc on est en train de passer d'une espèce de droit des limites, si vous voulez, où en fait le droit, ça peut paraître paradoxal, d'ailleurs le droit c'est une somme d'interdits. Bon. Puis vous ne dépassez pas ces interdits et du coup ça va quoi. À quelque chose, et ça marche plus parce qu'il n'y a plus... il n'existe plus, là, si je raisonne en mode mathématique quasiment, il n'existe plus d'ensemble d'interdits tels que si tout le monde les respecte, alors le collectif est sauf. Ça, c'est plus vrai. Du coup, il faut réinventer le droit. Et dans cette réinvention du droit, il y a l'effort d'esquisser un cap. Donc, moi, je ne dis pas que le gouvernement allemand a visé juste, je dis juste que chapeau d'avoir pris ce risque. Le truc, c'est qu'après, il faut le réviser tout le temps, le cap. Peut-être que c'est pas 2035, moi, j'en sais rien. Sur ce sujet, je ne vais pas me hasarder. Hein. Non, mais je parle des véhicules, là. Mais vous voyez, en fait, on rentre dans quelque chose qui est itératif. Voilà. On fixe des caps, bon, on essaye d'orienter toute l'énergie des acteurs vers ce cap, et puis après, ça marche peut-être pas, bon, on ajuste. Voilà. Et on essaye cette régulation-là, elle est fondamentale. Le droit européen intègre ça par la taxonomie. Par autre chose qui a fait couler pas mal d'encre aussi, qui s'appelle le devoir de vigilance. Vous êtes familier avec ça ? Donc je ne vais pas vous faire un cours de droit, en plus je ne suis pas la mieux placée pour le faire, mais j'étends un tout petit peu votre question. Le droit est allé vraiment jusqu'à dire, écoutez, voilà, non seulement vous devez respecter des limites explicites, mais aussi je vous demande de me prouver que vous avez été vigilant s'il y a un problème quelque part. Montrez-moi que voilà, vous étiez posé toutes les questions. Donc, tout ça, ça fait partie d'un attirail de droit moderne qu'il faut respecter, à mon avis, profondément. Et il faut mettre la main à la pâte. Il faut tous contribuer beaucoup plus à l'édiction de ces normes, accepter de passer du temps dans les groupes de travail, accepter de réfléchir, accepter de se mouiller, voilà, et quitter le jeu de chat et de souris dans lequel finalement c'était assez facile de rentrer. Bon, et puis il faut dire qu'il y a eu des excès aussi des régulateurs, d'aller trop loin, trop fort, trop techno, etc. C'est vrai aussi. Mais je pense qu'on rentre dans une période qui est nouvelle et les caps en font partie. Alors, bonjour. Donc, tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre intervention qui était très inspirante. Et donc, j'aimerais rebondir sur la décroissance. Vous nous avez dit que vous ne croyez pas en décroissance. Donc, selon vous, quelles sont nos options et le développement futur pour croître dans un monde avec des ressources limitées ? Merci. Merci pour cette question. Je trouve que le sujet de la décroissance, tel qu'on le lit dans les journaux, il est pas bien posé, parce qu'en fait, on ne sait pas de quoi on parle. Décroissance, mais en fait, revenons à l'énergie. Bon, dans l'énergie, moi, je peux vous parler de croissance et de décroissance. Probablement décroissance de l'énergie, enfin du volume, de la quantité d'énergie consommée par chacun. Oui, parce que l'efficacité énergétique peut progresser beaucoup, on fait tous plus attention, etc. Mais décroissance des investissements, non. En fait, on est face à un mur d'investissement dans le monde de l'énergie. Et probablement un mur d'emploi dans le monde de l'énergie. Il faut rebâtir
une grande partie des usines de production d'énergie, parce que justement, on va passer du charbon et du gaz à du renouvelable. Il faut rebâtir largement les réseaux. Donc, voilà, je trouve que on progresse, à mon avis, sur le sujet de la décroissance, et sur ce débat qui est en plus très politisé, en le posant de manière beaucoup plus spécifique de quoi on parle. Et moi, je ne crois pas à une décroissance des investissements. Je crois au contraire qu'on est dans une période incroyable d'innovation, d'une part, et d'autre part, d'implémentation à grande échelle de ces innovations et donc d'investissement. Et je crois aussi que le monde de services dans lequel on va est un monde qui est un monde profondément créateur de jobs. L'économie circulaire, c'est probablement la réindustrialisation des boucles plus courtes, plus territoriales, de récupération d'un certain nombre de matières, de transformation, etc. Donc, décroissance des emplois, je ne crois pas non plus. Vous voyez, donc, moi, je ne sais pas calibrer tout ça. Je dis juste de quoi on parle. Et si on parle d'investissement, si on parle d'emploi, je ne crois pas ça. Donc une transition énergétique pleine d'opportunités. Oui, et puis alors je ne peux pas m'empêcher de revenir à... Vous avez parlé de l'inclusion tout à l'heure en introduction de cette séance. Il y a une chose qui me tient à cœur, c'est opportunité pour les emplois, oui, et pour les zones développées, parce que en fait, on va réindustrialiser probablement beaucoup. Mais je pense qu'il y a une vraie opportunité pour les pays émergents. C'est très long de bâtir des grands réseaux électriques, des grosses centrales thermiques. Ça met des années dans des pays qui n'ont pas une régulation très efficace, c'est très long. En revanche, des petits systèmes agiles basés sur du renouvelable et du stockage, ça va beaucoup plus vite. Ce sont des décisions qui sont beaucoup plus locales, qui peuvent être implémentées de manière beaucoup plus opérationnelle et concrète, qui ne supposent pas des grandes révolutions régulatoires. Et ça, c'est une opportunité aussi. Bonjour. Bonjour. Moi, hier, avant de venir à la conférence, j'ai demandé à un membre de l'association vous allez parler de quoi lors de la conférence ? Et il m'a dit un certain nombre de choses et aussi du fait que c'est une femme exceptionnelle. Et je suis assez surprise, même voire agréablement surprise, du fait qu'on n'a pas tant parlé du fait que vous êtes une femme. Pourtant, quand on regarde les 3 lignes qui vous décrivent, il y a quand même marqué 3e du palmarès international des femmes les plus puissantes du monde selon Fortune. Est-ce que, en tant que femme influente, ça vous énerve quand on vous pose la question du fait que vous êtes une femme ? Ils sont formidables parce qu'ils vous posent toutes les questions qu'on n'a pas eu le temps de vous poser, oui. Moi, quand j'ai été nommée, je me souviens très très bien de quelque chose qui s'est passé. En fait, tout ce que je décidais était extrêmement regardé, scruté. C'était pas forcément négatif. C'était pas... Mais je me souviens très bien que toutes les décisions que du coup le groupe prenait, alors c'est vrai que on se lançait dans quelque chose qui était un peu particulier, du coup il y avait une attention particulière sur ce que faisait Engie, c'est vrai, mais il y avait aussi que je me rendais compte que tout ce que je pouvais dire en public, tout ce que les décisions que je pouvais prendre intéressait beaucoup les gens aussi, pas seulement pour des questions énergétiques, mais aussi sur alors du coup c'est quoi le leadership au féminin ? Et assez vite on m'a posé cette question. Et c'est pas que ça m'a énervé, mais je me suis dit alors si je me lance là-dedans, d'abord je sais pas. Et puis, au sein du CAC 40, j'avais 39 collègues, tous différents. J'étais bien incapable de vous dire en quoi ça aurait fait du sens d'essayer de décrire le leadership au féminin, alors que voilà, je voyais des différences entre eux considérables. Donc en fait, je n'ai pas essayé d'aller sur ce terrain. En disant, en revanche, on va travailler sur une chose. On va travailler sur c'est quoi la façon de regarder le leadership à l'intérieur du groupe. Et on a travaillé là-dessus. On a travaillé sur, au fond, c'est quoi un leader ? On n'a pas d'abord travaillé sur c'est quoi un leader au féminin. Je parle dans un groupe de cette taille, il y a des dirigeants à nommer tous les jours, quasiment, à différents niveaux, dans différents pays, mais tous les jours, des nominations tout le temps. Donc on a réfléchi, mais qu'est-ce qu'on attend d'un dirigeant ? En fait, on l'a plutôt pris comme ça. Et après, on a travaillé sur une deuxième chose, c'est bon, alors qu'est-ce qui fait qu'on va enlever tous les filtres qu'on a qui fait qu'on nomme pas de femmes ? Parce qu'en fait, statistiquement, il y avait très peu de femmes dans la ligne opérationnelle.
il y avait pas mal de femmes dans les fonctions support, il y avait très très peu de femmes dans la ligne opérationnelle. Et on s'est dit, on va se fixer un objectif long, à 2035 en pratique. On s'est dit, à 2035, ça va être 50-50, il n'y a absolument aucune raison. Et on s'est mis à traquer, donc on ne s'est pas dit demain matin, on s'est juste dit, voilà, visons le fait qu'à terme, il y a autant de femmes que d'hommes dans la ligne opérationnelle. Et pour y arriver, on va enlever tous les biais. Et par exemple, je me suis rendu compte que dans les comités de domination, il y avait souvent la question, y compris très bien intentionnée, à propos d'une femme qui était dans une liste pour être nommée, c'était, mais est-ce qu'elle va savoir s'imposer? Est-ce que cette femme va savoir s'imposer? Je dis, mais attendez, c'est quoi cette question en fait? Bah oui, elle va savoir s'imposer. Donc on s'est fixé la règle, mais même moi, je pouvais. On a des biais dont on se rend même plus compte, qui sont faits pour être protecteurs, mais qui ne le sont pas. Donc voilà, on a travaillé là-dessus. Bon, j'ai fui la question publique parce qu'elle m'aurait absorbée et que, en fait, j'étais bien démunie pour y répondre. Et on a travaillé sur le leadership à l'intérieur du groupe, en étant assez clair sur les valeurs, assez clair sur ce qu'on attend d'un dirigeant, homme-femme. Et on a travaillé sur les biais. Et on a franchi des caps très importants sur le chemin de nommer plus de femmes. On a commencé d'ailleurs... c'est un projet, c'est un programme long. Hein, vous ne pouvez pas du jour au lendemain nommer la moitié de femmes là où il n'y en avait pas. Mais c'est un programme qu'on a conçu dans la durée, en allant d'ailleurs, y compris dans les écoles, de recruter, faire partager donc des techniciennes et des ingénieurs en tenue de travail qui sont dans les écoles, expliquer que oui, c'est un très beau métier, changer le regard, ça commence là, sur le fait d'une femme dirigeante dans l'industrie, et changer la représentation des choses, parce que je pense que la représentation des choses, c'est le début en fait de ce qui permet de faire bouger. Voilà. Donc voilà, c'est pareil. Je vois qu'il y a un certain nombre de jeunes femmes dans cette assemblée. Vous posez pas de questions. Enfin, moi, je m'en suis jamais posée. Heureusement, parce que quand je me retourne, en fait, il y avait pas beaucoup de femmes dans l'entreprise où j'étais. Et je me suis pas laissée. Je ne sais même pas que j'ai décidé, mais je constate que peut-être parce que j'étais dans une école et dans une filière scientifique dans laquelle il y avait de toute façon très peu de femmes dès le départ. Donc peut-être j'étais habituée. Toujours est-il que j'ai pas fait attention à ça. Faites pas attention à ça. Soyez vous-même et vous allez bénéficier du fait que les choses sont en train de changer dans les entreprises. La démarche que je viens de vous décrire sur le fait de retirer des biais, c'est quelque chose qui est général maintenant. Donc voilà, osez. Si vous osez pas, effectivement, c'est un peu plus compliqué, mais vous posez pas de questions. Bonsoir, merci pour votre intervention. Je me posais une question, alors toujours pour rester sur le leadership. Vous avez beaucoup parlé de conviction et notamment de conviction de groupe. Comment vous avez fait concrètement? Alors vous avez parlé de séminaires, mais est-ce que vous pourriez préciser comment vous avez réussi à engager une dynamique de groupe et à quel point pensez-vous que les entreprises peuvent, en impliquant leurs salariés et leurs travailleurs, permettre de changer les mentalités dans la société civile plus largement, tout simplement. Merci beaucoup. C'est une belle question et je suis désolée d'avance parce que en fait, je vais forcément être brève dans la réponse, alors que en fait, c'est la clé. Cette espèce d'alchimie-là, je pense, ce processus par lequel émerge quelque chose qui devient une conviction de groupe, en fait, c'est le cœur du boulot d'un dirigeant, à quelque niveau que ce soit. En l'occurrence, pour revenir à un exemple concret, donc on est dans les années 2013-2014. Il y a plusieurs écoles de pensée. Il y a des gens qui se laissent vraiment toucher par le fait que, oui, le carbone, c'est sérieux. Il y a des gens qui, c'est pas que ça les intéresse pas, mais ils disent, mais ça marchera jamais. Bon, et en fait, une des réponses à votre question, c'est d'avoir laissé la porte ouverte. Je me souviens très bien, puisque donc moi, avant d'être candidate là, sur cette vision des choses, il se trouve que j'étais directeur financier. Bon. Et la question s'est posée de l'avenir, parce qu'on avait dans notre bilan tout un tas de centrales à charbon toutes jeunes, qui tournaient de moins en moins, parce que comme le renouvelable commençait à émerger partout, en fait, les centrales à charbon étaient moins appelées par les équilibreurs, ceux qui font que tous les jours, il y a
une bonne balance qui est faite sur les réseaux, nos centrales étaient de moins en moins appelées. Et là, il y avait 2 écoles. C'est un creux, ça va passer. École numéro 1. En fait, non, c'est le début d'un changement radical. École numéro 2. Puis tout un camailleux au milieu. Et j'étais très concernée parce que je présentais les comptes de l'entreprise et que la question de savoir si les valeurs de bilan étaient les bonnes était en fait commençait à devenir assez prégnante. Et je vous passe les détails, mais bref, en 2 fois, on a passé 25 milliards d'impairment, d'écrasement de valeur. Alors, c'est pas des décisions cash, mais enfin, c'est quand même à un moment donné, vous dites, en fait, on a construit ces centrales, en fait, elles vont pas tourner 40 ans. Et ce qui a permis d'arriver à une décision sereine, ce qui peut vous paraître bizarre, là-dessus, c'est qu'à un moment donné, moi j'ai posé la question à ceux qui finalement qui croyaient pas à ce changement, dire mais attendez, et si, voilà, le et si ça marche. On sait pas, c'est pas clair, il y a plein de choses pas claires. Véhicule thermique, quel horizon, pas clair en fait. Et c'est pas clair parce que la technologie d'emplacement, elle est pas si évidente. Il y a tas de questions sur les batteries, enfin. Donc on avance en marchant et puis donc les choses sont pas certaines. Mais et si c'était vrai. Et c'est comme ça que le truc s'est ouvert. C'est comme ça que la dynamique a commencé à être créée. C'est comme ça que dans les pays, dans les séminaires dont j'ai parlé tout à l'heure, on a pris le problème. Bon, et si effectivement c'était pas du tout l'avenir, et si l'avenir c'était plutôt le renouvelable et l'efficacité énergétique, alors pour vous c'est quoi? Et c'est tout doucement, voilà, tout doucement, en partant des basiques. C'est quoi les besoins critiques non couverts? 2e recommandation. Donc, et si, première recommandation. 2e, besoins critiques non couverts. La meilleure façon pour les entreprises de se protéger pour l'avenir, c'est d'être au cœur de ce qui est vital. J'enfonce une porte ouverte, mais en fait, vous avez vu au Covid, regardez, rappelez-vous ça. Pendant cette période, l'économie s'est arrêtée, sauf les entreprises essentielles. Donc, c'est un exemple extrême, celui-là. Mais il dit bien quelque chose, quand même. Dans les arbitrages qui vont être rendus. Parce que l'eau, ça va devenir, par endroit, pas partout, une ressource plus rare. La biomasse, sujet, à mon avis, important, est une ressource qui n'est pas illimitée. La surface est une ressource qui n'est pas illimitée. Il y aura des arbitrages. Donc, la 2e recommandation, c'est quoi? Les besoins critiques non couverts. Donc, on est parti avec ces 2 petits bagages sur le dos, et c'est à partir de ça, avec 3e recommandation, le droit à la parole. Moi, je ne crois pas que les entreprises qui sont des entreprises où la terreur règne puissent vraiment trouver leur chemin dans de bonnes conditions. Ou alors c'est vraiment un coup de peau, quoi, parce que la capacité à être juste, la capacité à réguler le mouvement de manière où vous tenez la ligne de crête, c'est une ligne de crête, suppose l'ajustement tout le temps. Nous, on est rentrés, donc on avait un cap très clair, et en même temps, on avait une régulation très courte. Cap long très clair, régulation très courte, les deux. Ça, c'est l'exploration. Je disais tout à l'heure, c'est pas un voyage. Le voyage, c'est les PAMT, les plans moyen terme. Truc à 5 ans, là. Attendez, ça marche pas. Donc, un cap long du très court. Nous, on avait un rituel, c'était 6 semaines, 2 jours, 6 semaines, 2 jours, 6 semaines, 2 jours. On a tenu 4 ans comme ça. Toutes les 6 semaines, les 80, ça dépend, à peu près 80 top dirigeants du groupe, pendant 2 jours dans la même salle. Alors, aujourd'hui, on le ferait peut-être en visio, j'en sais rien, mais peu importe. Pendant 2 jours, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on va changer? Voilà, ça, c'est de la régulation d'exploration. Eh bien ça marche si tout le monde s'autorise à dire moi j'ai vu ça, toi t'as vu ça, ah oui non, mais là, etc. Les groupes, les entreprises où il n'y a pas la parole libre, où les gens ont peur, parce que s'ils disent un truc qui ne va pas dans le sens de la direction telle qu'elle a été prise, si ces gens-là sont à risque, alors voilà. Donc voilà, moi, je vous fais 3 recos. C'est et si, premièrement. Deuxièmement, les besoins critiques non couverts. Et troisièmement, accepter toutes les idées. Ça veut dire les retenir toutes, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais accepter toutes les idées. Et c'est comme ça que la régulation se fait. Voilà, avec ces 3 choses-là, normalement, après il y a une question d'exécution.
Mais l'industrie sait exécuter très très bien. Ce qu'elle doit apprendre, c'est pas l'exécution, c'est l'exploration. Bonsoir madame, merci pour votre partage d'expérience. Je voulais dire que ce week-end, j'ai eu l'occasion de visiter une station d'épuration et ça nous ramène à la question de l'eau. J'ai pu voir les différentes problématiques qui existaient et je voulais connaître votre avis sur les possibles améliorations qu'on peut amener à ce secteur. Merci. Voilà, vous me tendez une perche, la trappe, hein, parce que mais il y a déjà dans ce métier-là un objectif majeur, c'est amener l'eau partout. L'eau dans les territoires, pour un pays émergent, un territoire émergent, la première chose, c'est l'eau. Tant qu'il n'y a pas ça, la courbe de développement a beaucoup de mal à se faire. Les corvées d'eau, ça veut dire des enfants qui ne vont pas à l'école, des filles en l'occurrence. Ça veut dire toute une éducation qui ne se fait pas, ça veut dire une transition de natalité qui ne se fait pas non plus. Ça veut dire, voilà, ça ne décolle pas. Donc voilà, le futur de ce métier, à mon avis, c'est d'accélérer déjà l'accès à l'eau potable et l'accès à l'assainissement partout. Deuxièmement, c'est un métier qui a été pris beaucoup dans les circuits urbains, finalement, l'eau potable, l'assainissement. Et c'est un métier qui est en train de déborder sur ce qu'on appelle le grand cycle de l'eau, c'est-à-dire sur la question de l'arbitrage de la ressource en eau sur un territoire. L'eau potable, oui, mais aussi l'industrie, puis aussi l'irrigation, puis etc. Ça, c'est probablement c'est une nouvelle frontière pour ce métier, qui est un métier passionnant, qui est c'est une problématique qui se révèle déjà en fait critique, qui est essentielle à la paix aussi, et qui fait que ce métier-là, c'est un métier d'avenir, à mon avis, en Europe et partout. Je peux que vous encourager. Je ne sais pas si vous êtes en train d'aller vers ce métier, mais en tout cas, je vous encourage, c'est le cas. Merci beaucoup, madame, pour toutes ces réponses. Merci à vous. La conférence va toucher à sa fin et nous remercions encore une fois l'administration de l'ESCP, nos partenaires et aussi l'association Life Shots pour sa collaboration sans faille pour garder des traces de ces conférences. À bientôt, on l'espère, pour une nouvelle conférence. Restez connectés. Merci, bravo.